Balades immobiles. Balades immobiles. Il y a 2 ans, on démarrait cette belle aventure sonore. Au moment du premier confinement, nous décidions de sortir, même enfermés, et assez vite de partager nos expériences, nos ressentis sur ce moment si particulier que nous étions tous en train de vivre, avec des amis, des anonymes du coin de la rue au bout du monde. Je me trouve à Istanbul en Turquie. Chez moi, c'est quelque part en Belgique, dans le sud, à Namur. Donc moi, j'habite à São Paulo au Brésil. Alors je suis en Algérie, précisément à Alger. Je suis à Tokyo au Japon. New Rochelle, qui est une ville juste au-dessus du Bronx. Pour ce second anniversaire, retour sur quelques témoignages de personnes célèbres ou moins passées par Balades immobiles. Le président Bolsonaro n'a pas décrété le confinement. On sent quand même quelque chose de pesant et de bizarre. Il y a beaucoup de solidarité, beaucoup d'activités qui s'organisent entre les voisins ou à distance. L'occasion également de mettre en perspective les propos de chacun sur ce que l'on appelait alors le monde d'après. J'espère qu'il y a une prise de conscience qui va opérer dans le quotidien de tout un chacun. Avec nous pour cet épisode anniversaire de Balades immobiles, Miruna en Roumanie. Bonjour Miruna. Bonjour Fabien, bonjour Laetitia. Miruna, tu te trouves à Bucarest. Chiara est avec nous également depuis Florence. Comme d'habitude, bonjour tout le monde. Et Thomas à Melbourne. Eh oui, bonjour. Sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, YouTube et sur baladesimmobiles.fr. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Nous sommes en guerre. Nous avons un plan pour pouvoir tenir dans la durée. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé. Parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Et d'ailleurs, on ne peut pas en acheter. Il n'y a pas une pénurie de masques. Aujourd'hui, nous avons un stock d'état de masques. Des masques moisis, inutilisables, vous les donneriez même pas à votre lapin nain. La parole est claire, l'information est transparente. Moi, je suis une star des maladies infectieuses. Je crois, docteur, que l'homme de Néandertal est en train de nous le mettre dans l'os. Vous avez été soigné par Didier Raoult avec du pastis. Et là, ça allait beaucoup mieux et au bout de 3 jours, j'étais guéri. Ça va être tout noir. Nous n'avons jamais envisagé la fermeture totale. Celui qui dit qu'il l'a fait, je lui offre un sandwich. Les crèches, les écoles, les collèges seront fermés. Je n'envisage pas, enfin tout au moins pas pour le moment, la tente à oxygène, mais... Croyez-moi. Le pass sanitaire. Je sais qu'il est inédit, mais les circonstances nous y obligent. C'est plutôt le moment de faire des bonnes affaires en bourse. Vous essayez de me rassurer avec des sarcasmes, mais ça ne prend pas. Pour le réveillon du 31 janvier, j'ai parcouru la France. On ne comprend rien à ce que vous dites. Nous allons vivre avec le vaccin. Le virus, et ensuite, le virus reviendra dans nos pays. Vive la République, vive la France. Voilà, c'était un petit résumé empreint de sarcasme et de mauvaise foi sur ce qui s'est passé depuis 2 ans. Est-ce que vous retrouvez un petit peu dans ce que vous venez d'entendre ? C'est parfait. On va commencer par toi, Miruna. Je dirais que moi, j'ai moins suivi l'actualité française et les différents bourdes du gouvernement français parce que j'étais très occupée à écouter ceux de mon gouvernement. Oui. Mais elles sont à peu près similaires, oui. Vu d'Australie, justement, c'est ce que vous avez perçu aussi de l'Europe ou pas ? Exactement. Le petit best-of que tu nous as fait en introduction, ça résume bien ce qui s'est passé pendant ces 2 ans. Il aurait fallu que j'en fasse un de notre côté aussi, où on a passé quasiment 2 ans enfermés. Oui. Ça aurait pu faire un joli mix. Parce que nous, on a quand même passé 2 ans enfermés. C'est vrai que vous avez pris cher en Australie. Ah bah c'est simple, ce que je répète tout le temps, ça fait bientôt 5 ans qu'on est en Australie. En fait, au total, on a passé 1 an et demi en Australie. Parce que le reste, on a passé dans notre rue, en fait. Donc on a rien vu, en fait, de l'Australie. Et toi, Chiara ? Bah écoute, effectivement, je n'avais pas suivi les news françaises, à part à travers le podcast. Pour le reste, c'est un peu comme Miruna, j'étais tellement concentrée à suivre les annonces quotidiennes du gouvernement italien. Et puis, il faut dire qu'on était un peu pionniers. Oui, c'est vrai. Donc, ce qui se passait en France, j'avais toujours l'impression que ça venait un peu après coup. C'était un peu copié, mais pas exactement du même style. Vous y rajoutez quelque chose, enleviez quelque chose d'autre. Oui, j'ai plutôt en tête ce qui s'est passé en Italie. Et en fait, en réécoutant tous nos podcasts, je me suis fait la réflexion de dire « Ah, qu'est-ce qu'on était naïfs au début ?» Oui. Oui, et justement, Miruna, toi, tu as ce regard par rapport à ce que tu nous disais sur les espoirs que tu fondais dans l'après. Quel regard, toi, tu portes là-dessus aujourd'hui ?
J'ai réécouté aussi moi ce matin mon podcast et j'ai tilté sur deux choses. J'ai dit que je m'attendais à me préparer pour une longue durée, mais jamais dans ma tête j'aurais pensé que ça peut prendre 2 ans de contraintes et de tu vois, durée. Je pensais septembre de l'année respective 2019, 2000, Ben, t'as vu, on sait même 2020. plus. On est perdu. Oui, c'est fou. Les Et en repères. fait, moi, je me suis dit, ah, j'étais forte, je pensais que ça durait longtemps, mais en fait, je pensais vraiment pas que ça puisse durer aussi longtemps avant qu'on rentre dans un rythme un peu plus normal, parce que maintenant, je pense qu'on est dans un rythme un peu plus normal, on sait gérer un peu le virus, on sait gérer la maladie, voilà, et d'ailleurs, la Roumanie, depuis une semaine, il n'y a plus de virus, il n'y a plus aucune contrainte d'aucune sorte. Ah, ça, c'est une bonne Très bizarre. nouvelle. Déjà. Dimanche soir, ils ont annoncé, bah, il n'y a plus rien. Lundi matin, il n'y avait plus rien. Donc, ça fait un peu bizarre de tout balancer comme ça du jour au lendemain, mais bon. C'est une chose à laquelle vous vous attendiez en Roumanie aussi, la levée de l'ensemble des contraintes comme ça de façon assez... Non, je pense pas, mais comme il y a une nouvelle contrainte qui est arrivée, qui est la guerre en Ukraine, qui est juste à nos frontières, en fait, je pense que les gens ne sont pas capables de gérer deux contraintes. Donc, le gouvernement a pensé, on relâche le Covid, donc au moins, il y a une contrainte de la tête des gens qui disparaît. Et on peut suivre de plus proche ce qui se passe en Ukraine, parce que nous, on est assez impliqués pour aider les Ukrainiens qui sortent. Du coup, ça fait, on passe d'une crise à l'autre. Tu vois, justement, je disais au bureau il y a quelques jours, je pensais qu'il ne pouvait pas y avoir pire que le Covid. Et bien, si, il peut y avoir pire que le Covid. Et justement, comment en Roumanie, parce que je crois que la frontière avec l'Ukraine, elle est toute petite, mais il y a beaucoup de monde qui passe. Comment est-ce que les gens sont accueillis? Comment ça se passe, vu de Roumanie, ce conflit? Écoute, je suis vraiment impressionnée par la réaction des Roumains, tous, parce que je pensais que les gens étaient lassés de cette période longue d'éloignement, qui commençait à devenir un peu sauvage, qui s'intéressaient plus à tout ce qui se passe autour et qui sont tous centrés sur eux-mêmes. C'est un peu la perception que j'avais. Et en fait, peut-être que c'était, c'est un peu moche de dire ça, mais c'était peut-être l'occasion de nous prouver qu'on a développé quand même une forte solidarité. Les gens ont réagi, mais tout de suite, tout le monde à aider. Tout le monde est à la douane, tout le monde attend ceux qui passent, qui traversent la frontière avec des sandwichs, du café chaud, à toute heure de jour et nuit. J'entends, nous, on s'est mobilisés dans le groupe pour aider les familles de nos collègues ukrainiens. Et donc, tout le groupe s'est tout de suite mobilisé. Il y en a beaucoup qui veulent aller en Pologne, Allemagne ou France. Pour l'instant, on n'a pas de demande de rester en Roumanie, mais ils transitent par la Roumanie. Ils traversent la Moldavie et ensuite ils transitent la Roumanie. Et les gens sont effrayés, sont en panique. C'est souvent des femmes avec des enfants. Oui, parce que je crois que les hommes doivent rester sur le territoire. C'est ça. Ils n'ont pas le droit de sortir, parce qu'ils peuvent être rappelés aux armes. Et c'est très très compliqué pour peut-être des familles ou des familles ou des femmes qui n'ont jamais voyagé aussi loin, aussi longtemps seules avec les enfants, avec plein d'accidents du type la voiture qui casse, elle continue à pied. C'est incroyable de voir ça de nos jours. Franchement, je ne comprends pas comment on est encore là en 2022. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Mais ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin de rencontrer des visages qui leur disent on est des amis. Apparemment, il y a une propagande forte aussi en Ukraine où on leur a dit attention Roumains, on vous vole, ils sont pas honnêtes. Donc les femmes avaient peur. On a dû leur dire mais on fait partie du même groupe, vous inquiétez pas, c'est pas vrai, des voleurs. Vous avez été confrontés à ça. C'est étonnant. On a entendu qu'il y a des choses qui ont été dites en Ukraine, donc les familles étaient terrorisées d'arriver en Roumanie. Ce qui est un peu bizarre, je dirais. On a dépassé cette phase-là. Mais tout le monde nous dit et nous envoie des messages qui sont vraiment émus et ils ne croyaient jamais avoir ce soutien des Roumains qui est tout simplement venu du cœur. Les gens sont allés, tous ceux qui peuvent donner un coup de main sont là à donner un coup de main. Et ça a été une mobilisation immédiate et par les gens. Personne ne les a mobilisés. Ouais. Bah, faut dire, ça touche énormément. Chiara, t'allais réagir Oui, en fait, je voulais pas vous interrompre, pardon, mais ça me faisait réfléchir sur quelque chose parce que j'y trouve un parallèle intéressant avec ce qui s'est passé au début du Covid. En fait,
au Oui. tout début d'une crise, il y a une poussée de il faut faire quelque chose. Et donc, comme au début, ici, hier, j'écoutais des vieux podcasts où je disais. Ah, mais c'est quand même génial dans ces moments de crise et des difficultés. Tout le monde s'entraide, on s'est organisé par quartier, on s'amène des courses, on se soutient, on se parle du balcon, on s'entraide les uns et les autres. Et après, ça s'estompe. Et en fait, je me suis dit, c'est un peu la même chose de ce qui se passe avec la crise en Ukraine. C'est ce que tu racontes, Mirona, c'est ce qui se passe en Italie aussi. Et on a plein de gens qui arrivent, tout le monde s'est mobilisé pour les accueillir. Évidemment, ça doit être de volumes moins importants de ce qui arrive en Roumanie. Mais comme on a une communauté très importante ici d'Ukrainiens qui sont déjà sur place depuis des années, en fait, il y en a plein qui rejoignent aujourd'hui les familles qui sont ici. Et en fait, c'est que je me suis dit, après le Covid, en fait, après la première phase, ça s'est un peu estompé et les gens se sont un peu refermés. Mais ce qui s'est passé au début, c'est aussi parce on s'est solidarisé entre gens similaires. Et ce que je vois en Ukraine, ça me fait penser, c'est un peu la même chose, c'est des gens similaires, parce que cette poussée de solidarité, c'est pas passé avec des immigrants Syriens. afghans ou syriens, tu vois. Donc je trouve que c'est une réflexion intéressante sur la nature humaine, ce qui est proche et similaire. Au début d'une crise, ça fait tout de suite exploser le bon côté de l'être humain. Vous, en Australie, de quelle façon est-ce que vous percevez les événements en cours actuellement en Europe et en Ukraine en particulier ? Une profonde tristesse. J'en parlais justement avec des Australiens et ils m'expliquaient, on a eu le Covid, on a eu les confinements, on a envie d'aller voir des amis, de la famille en Europe. Alors la perception, elle est hyper intéressante entre les Australiens, les distances et ce que vous avez en Europe. C'est-à-dire que si on calcule la distance entre Paris et l'Ukraine, c'est rien en termes de distance. C'est la porte à côté, c'est vos voisins. Donc, vu d'Australie, avec nos distances qui sont quand même pas du tout les mêmes, ils ont l'impression que ça se passe en banlieue parisienne, quasiment. Et c'est vraiment le mauvais mood. C'est-à-dire qu'ils ont, c'est limite la petite dépression, quoi, de se dire, ça ne s'arrêtera jamais. Il y a toujours quelque chose. On finit une pandémie, entre guillemets, parce qu'on continue à vivre avec, l'air de rien, on n'est pas à l'abri de que ça recommence. Et en plus, l'autre, il nous déclenche une guerre. Enfin, voilà le sentiment que ça a déclenché ici en Australie. Et vous, Miruna, dans quel état d'esprit est-ce que vous vous trouvez en Roumanie ? Je vais juste d'abord réagir un petit peu à ce que Thomas disait. Ouais. Parce que c'est marrant comme on voit cette distance à partir de l'Australie. Nous, on s'efforce, et moi en particulier, je m'efforce à dire oui, la guerre en Ukraine est à la frontière roumaine, mais c'est de l'autre côté de la frontière. Il y a des gens, même à Paris, qui ont l'impression effectivement que la Roumanie est en guerre, ou alors elle le sera bientôt. Et on s'efforce à dire, bon, il y a quand même des séparations assez claires et on n'est pas en guerre. Parce que on n'a pas besoin maintenant d'avoir cette autre mauvaise image sur la Roumanie en se disant, et je parle parce qu'il y a des gens, par exemple, au lycée français de Bucarest, on a des professeurs qui devaient arriver en septembre et en fait, ils ont annulé en se disant, mais on ne vient pas dans un pays qui est à la porte d'une guerre. Et les gens ont très peur. De loin, ça paraît effectivement juste à côté, tu vois. Ils disent ça peut arriver très tôt. Nous, ça ne nous impacte pas au-delà de cette solidarité de s'organiser. Mais c'est vrai que dans le quotidien des gens, le fait d'avoir relâché toutes les contraintes du Covid, on fait souffler les gens. Et là, depuis une semaine, je vois que tout le monde reprend la voiture, tout le monde va sortir, tout le monde va dehors, va se balader, reprend une vie normale et ça fait du bien. Je disais que non, le Covid n'est pas parti, mais on a appris, malheureusement, nous, on a en Roumanie un taux de vaccination qui est très bas. Parce que moi, j'ai eu le Covid aussi, Thomas, tu en parlais, mais je l'ai eu après mes 2 doses de vaccination. Et en fait, ça s'est passé assez comme une grippe. Donc, je pense que maintenant, on sait gérer ça. Donc, si on suit bien les vaccinations, et on le prend comme les virus des grippes, les virus, ou alors un rhume banal, on fait avec. On a appris à vivre avec, oui. Voilà. Et c'est normal, c'est la façon dont il faut que ça évolue. Donc après, si les gens ont toujours peur, ils porteront toujours leur masque, très bien. Je pense que
les gens ont quand même appris une meilleure hygiène sanitaire, Oui. une meilleure hygiène de vie. Et ça, c'est bien. Il ne faut pas qu'on aille dans l'autre extrême parce qu'après, on va s'aseptiser complètement et du coup, on chopera tout de partout. Il ne faut pas exagérer non plus. Il faut revenir à un mode de vie à peu près normal. Et oui, on attrape le Covid. On reste une semaine à la maison comme avec la grippe. Et puis après, c'est fini. On repart sur autre chose. Donc, les gens soufflent. Les gens respirent un peu par rapport à ces contraintes Covid. Et du coup, ils sont préoccupés, ça passe assez vite parce qu'ils sont complètement concentrés et préoccupés à aider l'Ukraine et les Ukrainiens. Donc, tout le monde s'est organisé à collecter des dons. Et tu as raison, Chiara, je le ressens de la même façon. Il y a un grand boost au début pour faire quelque chose, mais j'observe déjà, tu vois, moi j'ai mes commerciaux de toute la partie du nord de la Roumanie qui justement accueillent les familles de nos collègues et les accompagnent vers la Hongrie pour qu'ils puissent aller en Pologne. Ils se sont donnés à fond nuit et jour parce qu'ils passaient des heures carrées dans la frontière et des fois ils passaient à 4 heures du matin. Et en fait, je commence déjà à voir au bout de 3 semaines qu'ils sont épuisés. Et ils sont épuisés physiquement parce qu'ils se disent nous, on va bien, donc on peut donner au moins notre temps et notre énergie à ces gens-là. Et ils font, et en fait, ils prennent pas soin d'eux et ils sont épuisés. Donc là, je commence à m'inquiéter aussi que si malheureusement ça dure plus longtemps, il faut qu'on soit capable tous de se mobiliser à moyen long terme. Dans la durée. Ouais. Et que, comme le disait Chiara, ça s'estompe pas parce que ça devient normal. Enfin, normal, c'est jamais normal, mais parce que ça rentre dans un quotidien, ce conflit qui s'installe, et puis finalement, ça mobilise peut-être un peu moins. C'est vrai qu'il faut savoir garder de l'énergie et ses forces pour accompagner dans la durée. Ça me fait rebondir sur quelque chose qui m'a frappé, moi, en réécoutant nos podcasts. Vous rappelez-vous qu'on parlait souvent du monde d'après et on imaginait le monde d'après. Alors au-delà du conflit ukrainien, c'est assez étonnant de réécouter ce qu'on imaginait tous. C'est assez commun. On pensait que les gens allaient se rendre compte que quelque part la place de l'autre était très importante, que voir ses proches allait devenir quelque chose d'important. On a parlé aussi des évolutions possibles du travail, de la façon dont on s'organise, dont on travaille. Quel regard vous portez sur ce qu'on disait à l'époque, sur comment on envisageait le monde et ce qu'il est devenu? Est-ce que vous pensez qu'on s'est dirigé vers plus de solidarité hors conflit ukrainien, ou à l'inverse, est-ce que des individualismes se sont développés? Et voilà, je ne sais pas comment vous regardez ce truc. Moi, je me suis fait la même réflexion que toi. Je me suis dit, mais est-ce que c'était dû au fait que finalement, les gens qui nous entourent nous ressemblent beaucoup, et donc on avait tous des espoirs similaires, parce qu'on a beaucoup, beaucoup parlé du fait que oui, on était persuadés qu'on allait devenir meilleur, le monde allait changer, et la planète allait respirer, on était plus attentifs aux autres, à l'environnement, aux animaux, machin. Moi, personnellement, autour de moi, j'ai pas l'impression que le monde a changé, à part pour le fait qu'on voyage moins qu'avant. Mais j'ai pas l'impression qu'on ait intimement changé vraiment. Et je sais pas, je trouve qu'on était un peu naïfs. On a surestimé le pouvoir de changement de l'être humain qui finalement, et là je fais référence à un truc que je disais à un moment sur un podcast, c'est que la plupart des gens avaient juste envie de revenir à la vie d'avant, exactement comme elle était avant. Et avant de vous faire réagir, Miruna et Thomas, je voulais qu'on réécoute le témoignage de Christophe. C'était en mars 2020. Christophe est un Français installé au Cambodge. Et il vit à Siem Reap, près des temples d'Angkor, et il a monté une ONG avec sa femme pour venir en aide aux habitants de son village, au travers de la permaculture. Il a monté une école, il fait plein de choses pour les sensibiliser à la fois à l'éducation, la culture et la protection de l'environnement. On imagine le Cambodge, enfin c'est peut-être une image d'Épinal, mais on imagine ce pays comme un pays avec beaucoup de pauvreté, pas que, mais notamment. Est-ce que le système de santé chez vous est prêt à absorber ce virus et les gens qui sont malades? Ça, c'est la grosse question. C'est vrai que c'est un pays très pauvre d'un côté, mais c'est aussi un pays très riche de l'autre. En fait, il y a des gens très, très, très riches ici. C'est un pays qui a une croissance assez dingue.
Et le gouvernement met quand même beaucoup d'argent dans la santé, en fait. C'est vrai qu'on parle de très très loin au niveau qualité santé. Alors couverture sociale, on n'en parle même pas, il n'y en a pas. Hein. Mais qualité des soins, au jour d'aujourd'hui, il commence à y avoir des choses qui sont faites. Le gouvernement est très critiqué ici, hein. Il est considéré comme militaire, tout ce qu'on veut. Mais il fait quand même, il a réagi, il a fait des choses. Hein. Et surtout, déjà, il a annoncé que tous les frais médicaux pour les Cambodgiens ou pour les étrangers seraient totalement pris en charge et totalement gratuits pour le Corona-19. Et est-ce que vous voyez des initiatives de solidarité se mettre en place peut-être à un niveau plus local ou familial ou pas encore? Il y a quelques exemples de solidarité. Il y a des gens d'hôpitaux de campagne qui sont en train de se créer pour pouvoir accueillir des gens si l'épidémie progresse. Il y a aussi des camps qui ont été faits pour tous les Cambodgiens qui revenaient de l'étranger, en fait, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs cambodgiens qui vont en Thaïlande, par exemple, pour bosser. Oui. Et donc, avant la fermeture des frontières, ils sont vite revenus. Et donc ça a été une arrivée énorme de population qui était en plus à risque. Et puis il y a aussi une grosse entraide au niveau des riches. Il y a des gens très très riches dans ce pays. Et par exemple, il y en a un, il a donné 2 millions de dollars pour aider à la lutte contre le virus, en fait. Voilà pour ce beau témoignage de solidarité par Christophe qui nous appelait depuis le Cambodge. Et quelques jours plus tard, nous étions en compagnie de Karine qui vit à Montréal et qui nous parlait de sa vision du monde d'après. Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut nous rapprocher à travers le monde et qui peut aussi nous éloigner. Dans les médias ici, là, j'ai vu beaucoup surtout en réaction par rapport à certaines déclarations qui ont été faites par le président de notre voisin du Sud, là, Trump, où il a carrément interdit à certaines entreprises de livrer les commandes de masques qui avaient été faites par le Québec et puis par d'autres provinces au Canada. Et ça va déclencher un réflexe protectionniste. Il y a quelqu'un qui a comparé l'approvisionnement au niveau du matériel de protection comme si c'était un drug deal. Tu sais, où il faut le cash d'abord, tu n'es pas sûr que tu vas avoir la marchandise. Donc pour des masques, des blouses, pour protéger en fait les gens qui soignent tout le monde, là, ça fait un peu mal. Donc il y a vraiment cet élan ici où on voit, on va produire ce dont on a besoin. Et puis même au niveau de la nourriture, parce qu'il faut savoir qu'au Québec et puis une bonne partie du Canada, on est très dépendant des importations en hiver. On a une agriculture en été avec des producteurs là qui font quand même pas mal de choses. De la transformation aussi. Mais c'est vrai qu'en hiver, on est plutôt mal pris. Et le Premier ministre parlait en fait de développer les serres parce qu'on est mal pris par rapport à la température. Mais par contre, on paye notre électricité, elle est propre, c'est très elle bon vient marché, de l'eau. hein, oui. Elle est propre, on va toujours en avoir là. Et donc, ils ont commencé à dire que oui, il va y avoir des programmes pour développer les serres et puis qu'on puisse être en autonomie sur le plan alimentaire et en tout cas sur tout ce qui tourne autour de l'agriculture. Ouais, ça c'est dans les plans. Et puis, mais je pense que ça peut aussi nous rapprocher parce qu'on est tous en train de vivre. Et bon, dans d'autres endroits de la planète, c'est beaucoup plus difficile pour eux. On essaie aussi toujours de se rappeler que c'est plate là, comme on dit ici, mais on est quand même plutôt dans une société où on est chanceux. Et on se le dit d'ailleurs. Et il y a un truc aussi que notre Premier ministre, il fait régulièrement tous les jours, il a des remerciements. Donc il va remercier les infirmières, les docteurs, les livreurs de nourriture, les camionneurs, et je pense que ça aide aussi à voir qu'on est tous dépendants dans notre petite société de 8 millions d'habitants au Québec là, et qu'on fait tous partie de la même équipe. On va réinventer la façon dont on travaille, la façon dont on fait les choses. Et puis, une des bonnes choses, parce que moi j'ai mon petit gars là, de 11 ans, là, il a beaucoup, ça le stresse énormément ce qui se passe. Et j'essaie toujours de lui dire, tu sais quoi, il y a vraiment des choses vraiment plate là qui se passe en ce moment, mais il y a aussi des bonnes choses qui sortent de ça. Et une des bonnes choses, tu vois, c'est au niveau du système de santé. Ça faisait, les délais d'attente pour quoi que ce soit, même voir ton médecin de famille, c'est vraiment, quand tu as un rendez-vous, tu peux attendre 3-4 heures, que si tu dois aller aux urgences, tu prévois d'y rester la journée et puis peut-être même la nuit, là, c'est vraiment quelque chose qui est en termes de délai énorme. Ils ont mis en place la téléconsultation, ça faisait des années qu'ils en parlaient, puis là en 15 jours, c'est
retraités, pour C'était en les place. médecins de famille, là, c'était en place. Donc ça, c'est une des bonnes choses qui va sortir, mais il y aura plein de choses qui vont sortir parce que les gens, ils ont du temps pour réfléchir, vont inventer plein de choses. Miruna, j'ai envie de te faire réagir parce que toi aussi, tu nous parlais de la Roumanie, de ses richesses, de cette idée justement de l'autosuffisance, de aussi ne plus importer massivement des choses de l'étranger. Tu nous parlais du travail. Qu'est-ce que ça s'inspire, ce commentaire de Karine et ce que tu disais toi-même versus là où on en est aujourd'hui? Je peux ajouter quelque chose parce que j'avais la même question pour Mirona justement parce qu'elle parlait de passer à la production locale. Ouais. Est-ce que Mirona, tu l'as vu finalement? Oui et non. J'ai toujours envie de réagir sur ce que disent les autres. Donc, en fait, quand Chiara parlait de comment elle perçoit le changement, en disant qu'elle ne pense pas que ça va changer, en fait, j'avais envie de réagir là spontanément en disant mais non, ça a changé. On voit les changements de comportement. Et ensuite, en réfléchissant, je me suis dit la nature humaine est faite en sorte que dès que ça passe, tu oublies assez vite. Le temps d'oubli est assez rapide. C'est avec ça que je veux arriver à la réponse à ta question. Comme après la Deuxième Guerre mondiale, ça a pris plus d'années, mais on a quand même oublié ce que c'était que d'avoir une guerre. On a quand même oublié ce que c'était. Tu vois, Karine disait le gouvernement avait appris à remercier. Oui. Ça, c'est une chose qu'on essaye de faire dans notre vie, dans la vie professionnelle. Il ne faut jamais prendre les choses pour dû et donner, remercier, c'est quelque chose d'important. J'ai l'impression qu'on a commencé effectivement à être un peu plus sélectif et à se retourner un peu vers la Roumanie. Je vois beaucoup d'initiatives et bizarrement, ça vient des gros investisseurs étrangers, Carrefour, Auchan, Cora, qui se tournent vers les produits locaux. On commence à valoriser les produits locaux justement pour soutenir le local. Donc oui, ça c'est la première partie de ma réponse. Oui, ça a un peu changé et on commence à vouloir s'orienter aussi un petit peu vers nous. Et en même temps, j'ai peur qu'on va oublier vite et qu'on va repartir sur des modes de consommation n'importe comment et qu'on n'est pas encore à la maturité de la population en termes de consommation. Je vous disais aussi l'autre fois que nous, on est une population récente de consommation libre, parce qu'on n'avait rien avant, donc il n'y avait rien à consommer. Ouais. Et donc, évidemment, les gens, quand il y a le choix, ils sont tous jetés, ont envie. Et moi, je suis passée par cette étape-là, j'avais 14 ans à la Révolution roumaine, et j'étais choquée de voir qu'il y avait des yaourts à plusieurs types de yaourts que le yaourt nature, parce qu'on n'avait qu'un seul en Roumanie. Oui. Et tout le monde est passé par cette envie de tester, de voir, de consommer, et on l'a toujours. Je pense que ça prendra encore 1 ou 2 générations avant que ça devienne quelque chose d'un peu plus réfléchi, posé et responsable. Correct, responsable. Ouais, c'est le mot que je cherchais, merci. Est-ce que en Italie aussi, ce qu'on a vécu depuis 2 ans, ça a incité les gens à revenir vers un peu plus de local également? C'est un phénomène qu'on a vu aussi en France. Est-ce qu'en Italie, vous l'avez vu aussi, même si ça reste effectivement ce que disait Miruna, un phénomène qui peut être ponctuel et assez marginal finalement dans la population? Oui, moi je le vis comme complètement marginal encore. Et je dois dire que je posais aussi la question parce que je me rends compte que s'il y avait une tendance, que même si marginale était une tendance en croissance sur le fait de se recentrer plus sur les produits locaux, sur consommer moins, etc., cette guerre avec l'Ukraine, ça fait exploser l'effet contraire. Parce que, et là je vais poser la question après pour savoir comment ça se passe dans vos pays, en France, en Australie, et en Roumanie, mais en Italie, on est très, très, très dépendant de l'énergie du gaz russe. Et on est complètement préparé à faire sans. Donc, c'est une situation assez imbriquée et on ne peut pas vivre sans le gaz russe. Et on n'a pas développé jusqu'à là l'autonomie énergétique pour faire tout seul. Et même si on voulait le faire, c'est-à-dire aujourd'hui on essaye de le faire, mais ça ne va pas se faire pour demain. Donc pour l'hiver prochain, on n'aura pas assez de gaz si on ne trouve pas une solution avec la Russie. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dit, bon, bah, on peut réactiver les centrales à charbon. Donc, vous voyez que ça va exactement dans le sens inverse d'une écologie, d'en consommer moins. C'est toujours, on consomme autant, mais on laisse de côté l'écologie
et on retourne au début du siècle. C'est aussi le problème auquel l'Allemagne est confrontée, hein, d'ailleurs. Hein. L'Allemagne, la Hongrie, la Bulgarie, Exactement, beaucoup de pays. Et la Roumanie, elle n'est pas dépendante de ce gaz russe, Miruna. On est un petit peu, mais beaucoup moins que d'autres pays. Effectivement, je pense qu'on a juste 40% de dépendance de ce gaz russe parce qu'on en a chez nous, mais pas assez. Donc, on a moins de stress. J'ai quand même vu les queues énormes aux stations essence, le prix de tout ce qui est utilité avait déjà explosé. Ça, c'était dû au contexte international, pas seulement à la guerre. Là, ça va continuer. Donc, on voit quand même des difficultés, mais c'est vrai que de ce point de vue, on est un peu moins dépendant que les autres pays. En France aussi, je crois qu'on est dépendant à 20%. Parce qu'on a fait le choix du nucléaire. Bon, je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Thomas, toutes ces considérations très européennes, finalement, comment ça te fait réagir, toi, depuis l'Australie ? La proximité, en fait, la proximité entre l'Ukraine, la Russie, la France et les pays européens, tout ça, vous êtes sur le même continent, vous êtes des voisins, et donc l'impact, il est direct et il est immédiat. Je voudrais juste revenir sur quelques points, notamment sur le avant, après Covid, etc. Ouais. On réfléchit sur un temps qui est extrêmement court. 2 ans sur l'échelle, je sais pas, d'une centaine, 200 ans, 300 ans, ce n'est rien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas remettre tout en question sur un mode de consommation qui est forcément pas très bon aujourd'hui, puisqu'il y a de la surconsommation, c'est évident, juste parce qu'il y a le Covid. Et je pense que l'histoire des circuits courts, on en parle depuis bien longtemps, même bien avant l'histoire du Covid. Et il y a beaucoup de fermiers qui ont mis en place des systèmes de circuits courts où ils vendent directement leurs produits. Nous, ici en Australie, on importe très peu par exemple, de viande et de céréales, puisque beaucoup de choses sont produites sur l'Australie même, sur le pays. Donc c'est une approche qui est complètement différente. C'est vrai que quand je me rappelle d'il y a 5 ans en France, la consommation, on parle d'une consommation élevée en Australie, mais c'est vrai qu'en France, il y a des choses qui sont assez choquantes en termes d'emballage, en termes de produits qui viennent d'Espagne, etc. Mais maintenant, avec mon recul de la vision australienne des choses, je me dis, mais l'Espagne, en fait, c'est votre voisin. C'est pas grave si vos fraises, elles viennent d'Espagne. Puisque sur l'échelle de la distance, c'est rien du tout. Oui, toi, c'est comme si elle venait de Perth, quoi. Mais en fait, on parle de pays européens, on parle de pays européens, on parle d'une Europe, mais personne n'en veut de l'Europe, sauf quand ça les arrange, mais pas quand il va falloir faire des efforts. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est là où l'Europe elle prend toutes ses lettres de noblesse, entre guillemets, et c'est malheureux d'avoir cette vision de l'Europe à ces moments-là, c'est au moment d'une guerre. Et de se dire, on est tous soudés, on est tous la main dans la main, et on va faire face à ce qui se passe, et on va faire face aux Russes. Et c'est seulement maintenant qu'on est en train de se rendre compte, finalement, l'Europe, c'est pas forcément une mauvaise idée, et ça peut déclencher tout le reste. Ça peut déclencher de multiplier les circuits courts, ça peut permettre d'avoir des cultures raisonnées, d'avoir une vie beaucoup plus saine, et limiter les pollutions également. Tu m'amènes à une réflexion, c'est intéressant Thomas, parce que je me rends compte que l'Europe effectivement est très soudée en ce moment vis-à-vis de la guerre Russie-Ukraine, mais ça n'a pas du tout été au début et même pendant la pandémie. Ouais, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était chacun pour soi. Et, mais Chiara, souviens-toi l'histoire quand on a fait ces podcasts. On a commencé avec Sortie de secours. On a commencé l'idée, parce que tout le monde était enfermé, on était tous enfermés, et l'idée de Sortie de secours, c'était d'enregistrer des sons à l'extérieur, de faire vivre, etc., de se retrouver, d'ouvrir la fenêtre et d'avoir un peu de vie. D'accord ? Ça, c'était l'idée numéro 1. Mais jamais on aurait imaginé, quand on a commencé ces podcasts, d'avoir des gens qui étaient anti-vax, pro-vax et compagnie. C'est et vrai. aujourd'hui, on dit, est-ce que les gens ont changé en positif ? Moi, je dis que c'est catastrophique. C'est flippant, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, il y a dans les propres familles... de clivage dans la mais population. Mais il y a des familles qui sont brisées. Il y a des familles qui sont brisées. Moi, j'en connais. Il y en a qui sont complètement anti-vax, qui sont coupés de toute la famille, de toute leur vie, qui ont arrêté de bosser, qui sont enfermés chez eux, parce qu'avec l'histoire du pass, maintenant qui n'existe plus, mais il y avait un pass. Et je souhaite sincèrement, pour les gens qui n'ont pas le vaccin, de ne pas choper le virus, parce que quand on l'a, même avec le vaccin, c'est pas très rigolo. Mais quoi qu'il en soit, on a des gens aujourd'hui qui sont entrés dans des clivages absurdes et qui se sont brisés de leur famille, de leurs amis, juste pour une position d'une picouse qui te permet de ne pas être malade. Et je trouve que là, le drame, il y est là, dans le Covid. Il est plutôt là, le drame. Mais ça t'inspire quelque chose ? Vous avez eu ce problème, vaccin, pas vaccin, en Roumanie ? On l'a eu, mais en
on l'a eu puisqu'on est le pays en Europe, le deuxième pays le moins vacciné de l'Europe, après la Bulgarie. On est assez proche de la Bulgarie. Et on a eu effectivement beaucoup de cas, beaucoup de morts, parce que les gens ont testé le Covid live, et il y a eu malheureusement beaucoup de morts parce que, comme je vous disais, le système sanitaire n'est pas trop bon et les gens ne savent pas faire du préventif. Donc, il y a beaucoup qui ont des maladies assez graves dont ils ne savent même pas. Et donc, il y a eu ce clivage-là, mais je dirais, il n'est pas allé aussi loin, effectivement. Je l'avais vu en France sur des postures principiales de non-vaccin versus vaccin. Oh, mais ça, c'est très français, hein, vous le savez tous. Nous, en France, on aime bien critiquer, prendre des positions radicales. Est-ce que, justement, c'est vraiment européen, cette démarche-là, ou est-ce que c'est très, très français ? C'est ça, oui, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit « moi, je suis contre le vaccin, je ne me vaccine pas », mais sans briser des familles, comme disait Thomas, et c'est vrai, j'en ai entendu aussi, des gens qui sont complètement isolés, qui ont coupé complètement les liens parce qu'ils étaient contre. Ça ne s'est pas passé en Roumanie, les gens ne sont juste pas vaccinés et puis c'est tout. Et paradoxalement, le taux de vaccination en France, c'est quand même très élevé. Oui, mais ça, c'est culturel. Ça doit être 75 ou 80% de la population. En fait, on râle beaucoup, mais finalement, on rentre dans les clous assez rapidement. C'est beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Oui, c'est le principe. C'est le principe. C'est la culture française. Okay. Bon, tu vois, j'ai pas encore tout compris. Si. D'abord, on râle, on est contre. Et puis après, on est potentiellement contre ce pourquoi on était pour avant. Et puis de toute façon, il y a un moment où on va se mettre dans le rang parce que c'est dans notre nature. Et puis parce qu'il fallait aller au restaurant, dans les terrasses. En plus, oui, surtout, c'est ça. Et ça, en France, c'est une religion. Il est temps de se donner rendez-vous la semaine prochaine pour un deuxième épisode de cet anniversaire de Balades Immobiles. On y poursuivra notre échange entre Bucarest, Florence, Melbourne et la France. On regardera encore un peu dans le rétroviseur, on vous parlera notamment de la ville, du rapport aux autres et comment on voyait tout ça. Et on accueillera aussi Alexandre Pell, auteur et comédien, qui en plus de revenir sur notre échange d'il y a 2 ans, en plein cœur du confinement, nous parlera de son actualité. En attendant, retrouvez-nous sur baladesimmobiles.fr, sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Balades Immobiles sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, YouTube et sur baladesimmobiles.fr.